Il a vendu plus de 30 millions de livres dans le monde et il est de passage au Salon international du livre de Québec. Il y sera encore aujourd'hui, à 13 h notamment, pour une dernière séance de dédicace. Et mardi, va se transporter à Montréal, au Théâtre Outremont, pour nous présenter un spectacle unique intitulé Voyage intérieur. L'écrivain Bernard Werber est avec nous ce matin. Bienvenue au Québec, Bernard. Merci de m'avoir invité. C'est un immense privilège de vous recevoir. J'ai l'impression qu'on va avoir plein de choses à jaser ensemble. Vous avez vécu le Salon du livre de Québec dans les derniers jours. Qu'est-ce qui fait que vous nous avez choisi plutôt que d'aller au Festival du livre de Paris qui se tient au même moment? J'aime bien la contresens des autres auteurs. Puis je sais que tous les auteurs québécois étant à Paris, c'est normal qu'un auteur français soit au Québec. Non, j'adore venir ici. Oui. C'est vraiment tellement agréable. Le public québécois est très réceptif à tout ce qui est science, fiction, fantastique, spiritualité. Donc j'ai un contact particulier ici que j'aime beaucoup. Donc comment se sont passés justement vos échanges dans les derniers jours? Il y avait surtout beaucoup de monde. Oui? Peut-être parce que j'étais le seul auteur français un peu célèbre, mais c'était vraiment très agréable. Est-ce que vos rencontres avec vos lecteurs inspirent vos livres, votre écriture? Alors, parfois, oui, il se crée des amitiés avec certains lecteurs, mais surtout la découverte de nouveaux pays et de nouvelles mentalités m'offre des perspectives. Moi, je crois qu'un écrivain ne doit pas rester dans sa tour d'ivoire. Il doit voyager, il doit aller vers les autres peuples, vers les autres manières de penser. Et j'adore tout particulièrement ce qui se passe ici au Québec. Mais vous avez plusieurs passions. Vous êtes un passionné de science, oui, mais éventuellement, la spiritualité vous a piqué votre curiosité. Comment la spiritualité est arrivée dans un cerveau pourtant très scientifique? Je crois que cette phrase de Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais je veux dire, si on n'a que la science ou si on n'a que la spiritualité, on est incomplet. On a un hémisphère gauche, un hémisphère droit. Il y en a un qui est un peu mathématique et l'autre qui est un peu littéraire. Et il faut vivre avec les deux allumés. Si on n'a qu'une partie de son cerveau qui fonctionne, on est un peu hémiplégique, c'est comme si on marchait avec une seule jambe. Moi, je suis pour les passerelles entre la science et la spiritualité. Et c'est ce que vous tentez de faire à travers l'écriture de vos différents livres. Mais même Einstein, il a parlé de Dieu, même Newton s'intéressait à l'astrologie. Il faut pas croire que la science, c'est que des gens sérieux qui sont pas ouverts. Je crois que ce qui est important, c'est la curiosité et se poser des questions. Et mes livres sont faits pour que mes lecteurs se posent des questions, pas forcément qu'ils aient des informations certaines. De toute façon, je crois que tout ce qui nous semble certain maintenant paraîtra un peu incertain plus tard. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça. Et pour moi, des choses comme la méditation, comme même les questions sur l'univers sont indispensables pour compléter juste la connaissance scientifique. Mais vous venez de mentionner la méditation. Il y a tout un spectacle qui s'en vient cette semaine à Montréal. C'est une seule représentation au Québec. Ce voyage intérieur, c'est une méditation que vous guidez comme ça devant votre public. Parlez-nous un peu de l'expérience que le public s'apprête à vivre. Alors, ça s'appelle Vie pour voyage intérieur expérimental et c'est une expérience que je propose à la salle. Ça consiste en 4 méditations guidées d'à peu près 10 minutes. Et dans l'une des méditations, par exemple, je propose juste de se rappeler un souvenir agréable de sa prime enfance et de le revivre à fond. Et ça remplace 25 ans de psychanalyse. C'est quand même assez pratique dans une soirée de 2 heures. Je leur propose de faire de la gym, je leur propose de chanter. À un moment, toute la salle produit une onde de chant et on se nourrit dans cette onde. C'est très impressionnant. J'essaie de faire vibrer la salle du théâtre. Et puis après, il y a une projection, je propose carrément de découvrir son île personnelle, son symbole personnel. Et il y a une méditation où je propose de revenir dans ses vies antérieures. Alors ça marche pas sur tout le monde, ça marche sur ceux qui sont très réceptifs, qui sont réceptifs à ça, qui sont ouverts. Tous ceux qui veulent tout contrôler, tout expliquer, évidemment, ils passent à côté. Mais en général, ça marche sur 70% à 80% de la salle. Et après, ils racontent. Donc je vais les interviewer, je leur dis, racontez-moi ce que vous avez vu dans votre vie antérieure. Il y a des récits extraordinaires. Wow. Et c'est très interactif. Et moi, ce que j'aime, c'est que c'est comme si je proposais à chaque personne de faire son propre film et de raconter le film. Et les gens sont souvent troublés. Je me rappelle, il y avait une grand-mère, une petite dame qui arrivait, elle a dit, moi je me suis retrouvée en Angleterre en 1800 et je m'occupais d'orphelins. Je fais, ah bon, vous vous occupez d'aider les orphelins? Elle me fait, non, je dirigeais un groupe de gangs d'orphelins qui faisaient des pickpockets et je leur demandais comment ils avaient rapporté. J'engueulais ceux qui rapportaient pas assez d'argent. C'est des choses, je sais pas si ça sort de l'imagination. On peut pas s'imaginer, c'est ça, presque oui, pas. Surtout, au moment où elle disait, elle était fascinée elle-même par l'histoire qui était apparue. Et moi, j'aime bien ça, ce moment. Toute la salle sent bien que c'est pas préparé. Non, exact. C'est de l'art vivant, quoi. Et de la méditation, on en parle souvent, et pour plusieurs, ça peut sembler
inaccessible ou difficile à pratiquer. Est-ce que votre spectacle s'adresse seulement aux plus aguerris ou vous avez envie de rejoindre un public large tant et aussi longtemps qu'on est ouvert à vivre cette expérience-là? Évidemment, je m'adresse à tout le monde. Oui. Je crois que tout le monde est capable de faire ça. Définitivement. Vous savez, les gens, on ferme les yeux pour dormir. Oui. Et là, ce que je propose, c'est fermer les yeux pour visualiser des choses. Mais tout le monde peut fermer les yeux. Et à un moment, je propose une expérience toute simple, c'est de visualiser un citron. Et les gens, c'est assez rapide, les gens genre décrivent le citron, et après quand ils ouvrent les yeux, ils s'aperçoivent qu'ils ont de la salive dans la bouche. Ça montre que le seul fait de proposer une image, de visualiser une image, a une action sur notre corps. Et après, je vais leur dire, regardez, en fait, cette propension que nous avons, rien que par l'imagination, à vivre des scènes, nous ouvre une possibilité de découvrir notre inconscient et de voyager à l'infini. Et juste, même, je vois, revenons à la base, à se sentir mieux dans une situation de stress ou d'anxiété, d'être capable de fermer les yeux, de s'imaginer à un endroit où on se sent bien, automatiquement, ça risque de nous calmer. Là. Je vois que vous-même, vous pratiquez la méditation. Oui, je pratique la méditation. Puis j'en parle souvent avec des amis qui me disent « Ah, moi, la méditation, c'est pas fait pour moi. » Mais je dis pas que c'est facile à tous les jours, mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant que vous guidiez un peu un public à travers... Les gens, au moment où ils font ça, sont souvent surpris de découvrir qu'ils ont autant de potentiel dans leur propre cerveau. Mais quand le spectacle est terminé, tous les gens ont le sourire. Ah. Et l'autre chose aussi qui est frappante, c'est quand je propose des souvenirs d'enfance, certains pleurent parce qu'ils ont retrouvé leurs parents défunts ou ils ont retrouvé des situations. Et il se passe émotionnellement quelque chose de très fort. C'est pas juste on est dans son siège, on écoute l'artiste qui parle sur scène. Et puis le grand truc intéressant, c'est la harpiste, Francoeur, qui par sa voix et par sa musique, ajoute à l'émotion et met en transe la salle. C'est-à-dire, rien que pour elle, ça vaut le coup de venir voir. Ben, je crois que pour vous deux, pour elle et pour vous, Bernard, il faudra faire le détour. C'est mardi, il reste des billets, c'est au Théâtre Outremont, alors je veux vraiment vous lancer l'invitation. Vous avez aussi un nouveau livre, Oui. Le Temps des Chimères. C'est pour la raison pour laquelle vous étiez au Salon du Livre en fin de semaine. De quoi il parle, ce livre-là? Je sais que c'est assez créatif. Alors écoutez, dans cette période un peu troublée où on entend aux actualités qu'il se passe des choses terribles, je réfléchis à comment on pourrait faire pour arranger les choses dans le futur. On a un futur un peu plus lointain, mais avec des technologies qui existent déjà. Et mon héroïne, qui s'appelle Alice Caméraire, va utiliser des expériences d'ADN pour mélanger l'homme aux animaux pour obtenir des hybrides, et notamment un hybride homme-chauve-souris capable de voler, donc des humains capables de voler avec des ailes. Ensuite, des humains, un mélange homme-dauphin avec des humains avec des nageoires capables de nager, et des humains hommes top avec des griffes capables de creuser. Et l'adaptation à l'air, l'eau et la terre permettra, selon mon héroïne et selon moi aussi, de gérer les nouveaux défis qui vont arriver pour le futur. Et je pense que, par exemple, le fait de savoir nager fera qu'on évitera les tsunamis, le fait de pouvoir voler, on évitera les tremblements de terre, et le fait d'être sous terre nous permettra de résister au réchauffement climatique. Donc c'est comme si on trouvait 3 nouvelles solutions pour l'humain du futur, et c'est elle qui va proposer ça et créer des communautés de ces humains volants, nageant et creusant. Mais c'est tout. Ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, tout ce qui nous semblait la science-fiction impossible dans le passé, on y est. Crédible, et pour nous, auteurs de science-fiction, il faut aller beaucoup plus loin et être beaucoup plus audacieux que le réel, parce que le réel, rien que l'intelligence artificielle, rien que les smartphones, on est en train de vivre une époque géniale. Et je suis très content de pouvoir proposer des petits chemins, et proposer des évasions à mes lecteurs et aux spectateurs qui viendront au Théâtre d'Outremont mardi. Et je pense que vous semblez en tout cas trouver ça très stimulant de pouvoir aller au-delà encore de vos propres limites là, à travers votre écriture. Là. Moi, j'adore le métier que je fais, qui est en fait un métier de visionnaire, à savoir dire aux gens, il y a ce futur possible, il y a cet autre futur possible, et surtout rester optimiste. C'est-à-dire pas leur dire, il y a beaucoup de science-fiction qui est une science-fiction déprimante. On nous annonce la fin du monde, la pollution, tout ça. Et à un moment, il faut dire, ok, il y aura quand même des gens qui lanceront des idées, et avec ces idées, on pourra survivre et on pourra même aller plus loin. Après tout, le monde tel qu'il est actuellement est beaucoup mieux que celui de nos parents et de nos grands-parents. Donc, on va continuer d'évoluer. Voilà, il y a tout le temps des gens bien qui ont trouvé des bonnes idées. Il faut juste faire travailler notre imagination et se sentir libre de voir loin dans le temps. Bernard, on donne rendez-vous à nouveau aux gens à 13h cet après-midi pour les dédicaces et mardi au Théâtre Outremont. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bon passage au Québec.